Radio Alpa, l'alternative. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle avec Anne Beauchef, conseillère régionale des Pays de la Loire et référente sartoise de Force républicaine, le mouvement politique de François Fillon, candidat à la primaire de la droite et du centre. Bonjour Anne Beauchef. Bonjour Jean-Yves Breteau. Le verdict était très attendu, il est tombé ce lundi à 14h. La Cour administrative d'appel de Nantes vient d'annoncer qu'elle validait les arrêtés préfectoraux autorisant le coup d'envoi des travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a été suspendu depuis 4 ans. Lors de l'audience lundi dernier, le rapporteur public avait pourtant demandé au juge d'annuler ces arrêtés environnementaux. Une recommandation généralement, on peut le dire, qui est suivie et qui ne l'aura pas été donc cette fois-ci. Les juges ont préféré effectivement confirmer la décision du tribunal administratif d'appel de Nantes du 17 juillet 2015. Alors, les opposants au projet indiquent qu'ils examineront dès mardi la possibilité d'un recours devant le Conseil d'État. Un rassemblement est déjà annoncé à Notre-Dame-des-Landes à 18h30. Une réaction ? On ne peut que se réjouir, puisque en fait c'était une décision. Moi je me demandais, parce qu'effectivement vous l'avez rappelé, souvent le rapporteur public est suivi. Là c'est pas le cas, donc moi je me réjouis parce que les travaux vont enfin pouvoir commencer. Il va falloir aussi évacuer la zone. Donc on va pouvoir foncer. Moi, je suis favorable à cet aéroport, donc je ne peux qu'afficher ma satisfaction ce soir. On a l'impression que dans ce dossier, il y a notamment la ministre de l'écologie qui n'était pas forcément très favorable à ce dossier, contrairement à Emmanuel Valls qui voulait, lui, que les travaux commencent, la ministre étant Ségolène Royal. On a l'impression que l'avis n'est pas tout à fait partagé de tous, même si l'intérêt est là. Oui, alors sur ce dossier comme sur d'autres, on voit c'est la valse hésitation au sein du gouvernement. Voilà, il n'y a pas de ligne, chacun donne son avis, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Voilà, c'est pour pas un jeu de mots un peu facile, mais n'empêche que sur un dossier aussi important que Notre-Dame-des-Landes, ça fait des années qu'on en parle, il y a eu des décisions de justice nombreuses qui ont été prises en faveur de la réalisation de cet aéroport. Il y a eu des engagements aussi de la part du Premier ministre, donc c'est la cacophonie encore une fois, mais ce soir on ne peut qu'afficher notre satisfaction, oui. Anne Beauchef, quand je dis l'intérêt est là, il est bien sûr là pour ceux qui voient un atout pour le développement économique de Nantes et de la région Pays de la Loire, mais l'intérêt était aussi là pour ceux qui veulent protéger l'environnement. Oui, c'est ça aussi la difficulté de ce type d'équipement et de projet, c'est la conciliation entre des intérêts économiques et la préservation de l'environnement. Il se trouve que là, il y a eu un certain nombre de recours et il faut se fier aux décisions de justice, les respecter et ne pas les commenter. Alors bien sûr, va se poser la question de l'évacuation de la zone. Le président de la région Pays de la Loire, Bruno Retailleau, voulait que, quitte à ce que la force soit employée, les gens, entre guillemets, dégagent. Il n'y a pas le choix. Comment est-ce que vous voulez évacuer une zone si les forces de l'ordre n'interviennent pas ? Il n'y a pas le choix. Il faut que les forces interviennent. Il y a une zone de non-droit depuis de nombreux mois avec des exactions nombreuses. Donc il faut faire respecter maintenant les décisions de justice. Et alors, s'il y avait un recours au Conseil d'État, ça veut dire que ça reporterait d'autant le début des travaux ? C'est pas suspensif la décision de la Cour administrative d'appel. Donc première chose, c'est l'évacuation. Puis après, démarrons les travaux. J'espère l'évacuation avant la fin de l'année. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le premier tour de la primaire de la droite et du centre aura lieu ce dimanche, avec, si nécessaire, un second tour le dimanche 27 novembre. Une première à laquelle peuvent participer les électeurs qui souhaitent désigner le candidat ou la candidate qui représentera la droite et le centre au présidentiel des 23 avril et 7 mai prochains. Ces électeurs, faut-il le rappeler, doivent être inscrits sur les listes électorales. Ils devront d'ailleurs signer une charte de l'alternance dans laquelle ils indiqueront partager les valeurs de la droite républicaine et du centre. Et il le faudra aussi s'acquitter de 2 € par tour pour participer bien sûr au coût de la primaire qui a été budgété entre 5 et 8 millions d'euros pour 10 330 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Jeudi, les 7 candidats se retrouveront pour la 3e et dernière confrontation du premier tour sur France 2 et Europe 1. Le débat entre les 2 finalistes aura lieu le 24 novembre. Anne Beauchef, quelles sont vos impressions sur cette première primaire de la droite et du centre ? À laquelle vous n'étiez pas habituée. Non, c'est inédit.
Moi, j'étais favorable à cette primaire. J'ai plaidé pour qu'elle soit organisée, avec François Fillon d'ailleurs, puisqu'on lui doit cette primaire. Moi, je trouve que ça se passe bien quand même, que ce soit sur l'organisation, sur ce qui peut se passer aussi entre les candidats. Il y a une concurrence, hein. C'est ça le jeu de la primaire, c'est que chacun fait valoir ses propres idées. Je trouve ça sain, moi, la concurrence. Les débats de très bonne tenue. Je pense que là, tout le monde s'accorde à dire que les candidats ont tous un super niveau. Donc, tant mieux si ça peut réconcilier les Français avec la politique, d'une part. Ensuite, donner envie aux Français d'aller voter. Moi, je souhaite vraiment qu'il y ait une participation élevée. Si on pouvait être entre 2 et 3 millions de Français à se déplacer, ce serait une très bonne chose. Alors, c'est vrai, vous l'avez rappelé, tous les Français peuvent voter. Il faut juste signer cette charte. Même ceux de gauche. Bien sûr, c'est une primaire ouverte. S'ils veulent signer la charte. S'ils veulent, il n'y a pas de problème. Après, chacun, c'est une primaire ouverte. Si on avait souhaité freiner, on aurait fait une primaire fermée, réservée aux adhérents des partis politiques. Donc c'est une nouveauté pour nous. Et moi, je suis heureuse que ça ait lieu. Je suis assez impatiente d'ailleurs d'être à dimanche parce que ça fait des mois, pour pas dire des années, qu'on prépare cette échéance avec François Fillon. Alors, comment cette primaire va-t-elle se dérouler en Sarthe et comment trouve-t-on surtout son bureau de vote si on veut y participer ? Bonne question, parce que c'est vrai que cette primaire, elle fait appel surtout aux personnes qui sont connectées pour avoir l'information, donc c'est pas évident. Il y a 86 bureaux de vote en Sarthe, donc il y en a obligatoirement un tout près de chez soi. Donc pour trouver, il suffit d'aller sur le site de François Fillon ou le site des Républicains, sur le site internet, et là vous allez pouvoir trouver, on rentre juste son code postal et on sait exactement, et son adresse, et on sait exactement dans quel bureau de vote on va pouvoir se rendre. Et puis chaque mairie qui le souhaite pourra afficher aussi le lieu où les habitants peuvent aller voter. Donc il y a tout un travail aussi avec les mairies qui font ce rôle de manière très beaucoup de bienveillance aussi. Et puis c'est la démocratie, donc on fera la même chose bien sûr pour les prochaines primaires organisées par la gauche cette fois. Alors, différentes réunions ont été organisées dans différents points du département en faveur de tel ou tel candidat. Est-ce que vous avez des retours justement qui indiqueraient un niveau de participation, même si vous espérez au moins 3 millions de participation nationale ? Sur la participation, c'est un peu compliqué à dire parce que c'est la première fois, on ne sait pas qui va aller voter. Et comment vous le percevez sur le terrain, ça ? Les gens ont envie d'aller voter ? Ah oui, ils ont envie d'aller voter. Alors c'est vrai que moi, c'est un peu particulier parce que je suis la référente pour le département de la Sarthe. Alors, et pour François Fillon. Et en plus pour François Fillon. Donc c'est vrai que sur le département, on sent qu'il y a une grosse envie d'aller voter pour lui, ça c'est certain. Après, on verra. Moi j'observe qu'on a fait beaucoup de réunions par rapport aux autres candidats, en tout cas sur le département de la Sarthe. C'est ce qu'on a pu observer. On en est à plus d'une dizaine sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, avec une participation aussi élevée à ces réunions. Il y en a une ce soir, demain, après-demain. Enfin, on n'arrête pas. Et puis, on a mis en place tout un dispositif depuis 3 ans, parce que moi, j'étais désignée il y a 3 ans par François Fillon pour m'occuper de sa campagne sur la Sarthe. Donc, on a eu le temps de mettre en place aussi tout un dispositif, tout un maillage territorial. Et au fond, depuis 6 mois, toute cette organisation était prête. Donc, il s'agissait pour nous de mobiliser de manière beaucoup plus efficace. Alors, j'espère que la participation sera élevée. Oui, je l'espère. Alors, en attendant, les sondages se poursuivent sur leurs pronostics. Quel que soit d'ailleurs le nombre d'électeurs qui se mobiliseraient, François Fillon obtient 18 à 20% des suffrages. Ça, ce sont les derniers, soit 7 points de mieux qu'en octobre. Nicolas Sarkozy se situe entre 26 et 30% contre 35 et 36% pour Alain Juppé, qui perd 6 points, mais qui reste quand même le favori, en tout cas, dans les sondages. Alors, en tant que référente sartoise de son mouvement politique, la Force républicaine, un soutien en faveur de François Fillon comme une majorité d'élus locaux de la droite. Qu'est-ce qui pourrait faire, d'après vous, que François Fillon puisse créer la surprise de se retrouver au second tour alors que les sondages le placent, pour l'instant en tout cas, en 3e position ? Puisque lui y croit. Oui, alors nous on y croit aussi, depuis longtemps, on pense qu'il sera qualifié dimanche soir pour le second tour. Mais qu'est-ce qui fera qu'il sera qualifié ?
Ce qui fera qu'il sera qualifié, c'est les soutiens qu'il peut avoir. On parle sur le département de la Sarthe, il y a de nombreux parlementaires, tous les parlementaires de droite le soutiennent. Mais la Sarthe, ce n'est pas toute la France. C'est pas toute la France. C'est aussi le fait que son projet est un projet où il n'y a pas de langue de bois. C'est un projet de vérité. Ça fait pas toujours plaisir sur certaines propositions, sur certains constats. Alors ça, je peux vous assurer que tous les candidats à la primaire diront la même chose. Oui, mais je pense que François Fillon, c'est celui qui derrière met en place des mesures qui sont les plus concrètes, les plus pragmatiques et qui correspondent à la situation désastreuse dans laquelle se trouve notre pays, en raison notamment du quinquennat qui est en train de se terminer. Après, ce qui fera aussi la différence, c'est sa capacité à mobiliser, parce que au fond, quand on regarde les projets des uns et des autres, là je regardais, il y avait samedi dans le Figaro Magazine un comparatif de tous les candidats au banc d'essai. C'est vrai qu'on observe qu'il y a des nuances sur certaines propositions, mais au fond, ils se retrouvent assez quand même sur l'essentiel. Mais ceci des points communs dont on parlera dans quelques instants, oui. Ce qui fera... oui, c'est ça, ils se retrouvent sur beaucoup de sujets. Moi, ce que je crois, c'est que c'est la personnalité qui fera la différence, comme souvent dans une élection. Et que François Fillon, jusqu'à présent, avait été sous-estimé. Aujourd'hui, on sent, parce que... Alors, c'est pas seulement les sondages, parce qu'au fond, un sondage, c'est à un moment donné une photographie. Donc, c'est une tendance, c'est une couleur qu'on peut donner. Mais on sent, et ça, c'est objectif, au niveau des différents débats, des 2 débats qui ont eu lieu, c'est lui qui était largement au-dessus, parce qu'il a cette capacité aussi, et puis cette espèce de sérénité, cette confiance en lui, parce que au fond, quand on a confiance en soi, on donne confiance aux autres, et ça, c'est essentiel. Et c'est sa personnalité qui fera la différence. Bon, en même temps, François Fillon a mis en œuvre en tant que Premier ministre le programme du candidat Sarkozy. Oui, mais il dit justement qu'il faudrait aller plus loin, qu'on aurait dû revenir notamment en matière de compétitivité, de 35 heures, on aurait dû aller beaucoup plus loin. Donc Nicolas Sarkozy n'est pas allé assez loin d'après vous ? En fait, ce que disait François Fillon, et il a raison, c'est que sur les 35 heures, il faut laisser la possibilité aux entreprises de choisir. Revenir sur ce temps de travail et laisser la liberté à chacun en fonction de ses besoins pour s'adapter. Donc il faut probablement aller plus loin sur ces sujets-là, oui. Anne Beauchef, François Fillon a exprimé une mise en garde contre les sondages qui ne tiendraient pas compte de ce qu'il appelle un vote caché libre. C'était dans le journal du dimanche de ce week-end. Est-ce qu'il faut le traduire par une influence que pourraient ou pas porter les sondages dans le choix des électeurs ? Moi, je crois qu'en fait, ils n'ont jamais été autant vilipendés, ces sondages, mais jamais autant commentés. Donc, moi, je reste très prudente par rapport à ça. Après, il vaut mieux terminer la campagne en étant en hausse plutôt qu'en baisse. Et j'y vois plutôt un signe de bon augure. Mais bon, il faut rester extrêmement prudent. Il y a un certain nombre de jurisprudences ces derniers temps quand même. Trump, le Brexit, qui avait annoncé des victoires qui ne sont pas celles qui ont été au final. Donc, il faut rester très prudent. Et c'est possible, oui, que ces sondages créent une espèce de climat aussi plutôt favorable pour certains candidats, avec cette affiche qui avait été décidée dès le départ, au fond, d'un duel annoncé Sarkozy-Juppé. Et je pense que ce ne sera pas ce duel-là. Et l'affiche ne sera pas celle-ci dimanche soir. Alors ce sera lequel d'après vous ? Il y aura inévitablement François Fillon, mais quel sera le candidat qui s'opposera à lui ? Pour moi, c'est Alain Juppé, François Fillon. Oui. Oui, ce sera l'affiche au second tour et que Nicolas Sarkozy aura décroché. Ça va être un duel gaulliste ? C'est un duel gaulliste, oui, bien vu. C'est vrai. Alors, au regard de l'évolution que prend la société entre crise économique et menaces terroristes, quels seront, d'après vous et d'après votre candidat François Fillon, les enjeux qui détermineront le choix de la prochaine présidence à l'Élysée ? Pour les Français ? Oui. Moi, je crois que c'est la capacité à notamment en matière de sécurité, de terrorisme et d'emploi, à appeler un chat à chat. Et quand on parle de sécurité et de terrorisme, de parler de totalitarisme islamique, de risque d'une 3e guerre mondiale, si on ne prend pas les problèmes à la base, à leurs racines. C'est lutter contre le chômage, même si des jeunes en particulier, c'est redonner de la liberté aux entreprises, aux Français, c'est la possibilité de choisir. Et puis, c'est ce que disait... Monsieur Pompidou est repris par François Fillon, c'est arrêter d'emmerder les Français, mais il y a de ça quand même. Quand on voit les normes en matière d'emploi, en matière d'agriculture, en matière de construction, etc. Enfin, on est...
complètement submergé, et ça empêche la capacité à la fois d'innover, de réaliser ses propres projets. Donc je pense que ce qui fera la différence, c'est cette capacité non pas à faire rêver, parce qu'on n'a pas envie de rêver, mais je vais vous poser la question dans capacité... quelques instants, justement. Ah oui, comme quoi. Oui, parce que souvent on a dit qu'il fallait faire rêver. Moi, je crois absolument pas à ça. On va parler du programme, si vous le voulez bien. Voilà, tous les candidats de droite et du centre veulent diminuer les effectifs des fonctionnaires pour réduire les dépenses publiques, allonger la durée du temps de travail selon certaines conditions, envisager un départ à la retraite encore plus tardif que celui qui a été décidé notamment par François Fillon lorsqu'il était chef du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est justement un programme qui peut faire rêver et donner, pour le coup, envie de voter ? C'est ça la difficulté, c'est justement de dire il faut que les programmes politiques fassent rêver. Non, moi, Ça fait pas rêver, ce programme-là. Ça fait pas rêver. Donc c'est pour ça il faut être dans des choses qui sont concrètes, appeler les choses par leur nom, et qu'il y a un moment où on peut pas seulement dire on va vous promettre la lune. Et non, il faut justement des choses, vous l'avez rappelé, là en matière d'emploi, en matière de retraite, en matière de dépenses publiques. On n'a plus le choix. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est encalminé justement par cette dette qui a complètement explosé, avec une incapacité aussi à réagir. À laquelle a participé le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Alors largement. Aujourd'hui, la question, c'est justement de savoir comment nous, on doit donner aussi l'exemple en tant qu'État pour réduire la dépense publique. Ce qui n'a pas du tout été le cas dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Alors Anne Bauchèvre, si on ne peut pas faire rêver les gens, qu'est-ce qui fait qu'on amène les gens à voter ? La personnalité du candidat. Moi, je crois beaucoup à ça. Alors, on a beaucoup Mais s'il ne fait pas voter le candidat avec ses propositions ? C'est sa personnalité. Oui. Vous pouvez avoir 2 programmes égaux. S'il y a un candidat qui vous inspire plus confiance et qui semble plus être en capacité de conduire un pays, d'être un homme d'État, vous allez voter pour lui, tout simplement. On a beaucoup Même si le programme ne convient pas ? Non, mais je parlais à programme égal. Alors c'est vrai, après, oui, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir un candidat. Mais enfin, en tout cas, ce qui compte, c'est la stature de l'homme d'État, l'épaisseur et la capacité à conduire notre pays pendant 5 ans. Donc, c'est pas un concours de mode non plus. C'est pas. On a beaucoup critiqué l'émission d'M6, Confession intime. Je sais plus comment ça s'appelle cette émission là, de Karine Le Marchand. Vous ne l'aimez pas. C'est ça que ça veut dire. L'émission sur le canapé. Vous voyez très bien de quoi je parle. Moi, je trouve ça très bien, cette émission, parce que je trouve que ça humanise aussi les hommes politiques qui, bien souvent, s'enferment dans des espèces de postures de surhommes. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est ce qui fera aussi la différence, c'est la personnalité des candidats. Mais entre nous, est-ce que ça ne doit pas interroger les prochains candidats à la présidence de la République si leur programme ou si leur personnalité ne fait pas rêver ? Est-ce que c'est pas ça qui conduit vers l'abstention ou qui conduit à un moment vers les extrêmes ? Le rêve, ça fait pas partie de mon vocabulaire, moi, en politique. Je pense qu'il faut... Derrière le rêve, on peut mettre le projet de société, du vivre ensemble, du fait ça, de vivre on mieux. peut avoir des valeurs. Oui, bien sûr, ça, c'est des valeurs. C'est un idéal auquel on aspire tous. Mais il y a un moment, quand on va parler de la réduction du temps de travail, quand on va parler des retraites, quand on va parler de la réduction de la dépense publique, quand on va parler de comment trouver du travail aux jeunes, de mettre en place l'apprentissage de manière beaucoup plus performante sur le pays, ça fait pas rêver, d'accord ? Mais n'empêche qu'on peut aussi, dans le même temps, rappeler quelles sont nos valeurs. Est-ce que du fait, ce qui est proposé dans les programmes des candidats de la droite et du centre, c'est nouveau ? Est-ce que c'est nouveau, ce qu'ils proposent ? Alors, est-ce que c'est nouveau ? C'est nouveau, oui, je pense, notamment parce que on parlait de la réduction du temps de travail là tout à l'heure. Jusqu'à présent, on ne les entendait pas tellement dire, parce que justement, par respect peut-être par rapport à Nicolas Sarkozy et ce qui avait été fait, et le fait qu'il ait été battu. Bon, voilà, aujourd'hui, chacun, tous pratiquement ont été membres du gouvernement, donc ose dire qu'il faut aller plus loin. Alors, il y a des choses nouvelles, oui, on l'a dit, sur la réduction du temps de travail, notamment, en matière d'apprentissage, d'accès à l'emploi, oui, il y a des choses qui sont nouvelles. En matière de société, oui,
par la force des choses, puisqu'il y a des lois qui ont été votées, donc ça oblige aussi la droite à avoir un discours, s'adapter aussi. Oui. Vous avez dû vous intéresser en tant que militante politique au précédent débat du dernier tour de la présidentielle, qui se soit agi de celui de Valéry Giscard avec François Mitterrand ou encore de celui de Jacques Chirac encore avec François Mitterrand. Qu'est-ce qui a changé entre cette période-là et celle d'aujourd'hui, où on a quelque peu l'impression que tous les candidats à la présidence de la République ne font que gérer et ne font plus rêver? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Après, est-ce que vous croyez que François Mitterrand faisait rêver quand il parlait de changer la vie? Ça n'existe pas, ça. Il a supprimé la peine de mort, Oui. Entre autres. Enfin voilà, ça Il fait y a des partie choses des projets de emblématiques. société. Il y a des choses emblématiques comme le recours à l'IVG sous Valéry Giscard d'Estaing, même avec chose. Simone Veil. Ça, c'est des grandes lois de société. Mhm. Après, il y a eu d'autres lois aussi de société récentes. Je pense bien sûr au mariage pour tous, par exemple. Mais est-ce que ces sujets sociétaux sont les seuls qui font rêver? Parce qu'ils nous concernent, c'est ça le sens de votre question. Mais il y a Non, des tas quand d'autres je parle du sujets. rêve, c'est au sens général, hein, bien évidemment. On parle de la nation. Après, la situation est telle, nous sommes... On peut plus rêver. On peut rêver, si à titre personnel, avec ses propres idéaux, mais la politique est-elle une réponse à nos rêves? Je le crois, mais est-ce qu'elle doit faire rêver? C'est encore autre chose. Alors justement, c'est ça le problème, c'est que la majorité de nos concitoyens n'y croient plus. Oui, alors ça, c'est vrai qu'il y a un gros problème, un grand fossé entre les élites, le politique et la population, ça c'est certain. Mais vous savez, quand je voyais la semaine dernière qu'il était question à l'Assemblée nationale d'un projet de loi pour supprimer les bulletins de vote que vous recevez à la maison, l'enveloppe marron là avant d'aller voter. Ça c'est catastrophique. Parce qu'il y a combien de personnes qui se décident pour aller voter avec leur bulletin de vote qui arrive à la maison? Et ça crée aussi un fossé entre le politique et la population. Mais ça C'est sauve un des mauvais arbres en signe. même temps. Oui, enfin la Oui, on filière, peut rêver. c'est elle. La filière, elle est quand même particulièrement bien encadrée et on n'en est pas là. N'empêche que la démocratie a un coût. C'est ça aussi que je veux dire. Et qu'on ne peut pas se permettre par ces petites mesures d'empêcher une participation et un intérêt pour la politique. Parce que le désintérêt pour la politique, moi, je ne me résigne absolument pas à ça. Je trouve ça terrible parce que la politique, c'est passionnant. Voter, c'est essentiel. Et je ne m'imagine pas du tout à ne pas aller voter. Je voyais une émission de télé samedi soir où il y avait quand même des animateurs télé, des journalistes qui disaient moi, je ne suis jamais allé voter. Mais ça, je n'en reviens pas, moi. Je ne peux pas comprendre qu'on le dise. J'aurais honte, d'une part. Mais bon, après, c'est un choix. Mais qu'on ne les entende pas, après, s'exprimer sur les choix pris par les politiques. François Fillon envisage, comme d'autres candidats de la droite, de supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Ce serait donc une contribution moindre des plus riches au budget de la nation, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que cette mesure a un intérêt, si ce n'est de trouver d'autres recettes ou encore des économies pour ramener le déficit national en deçà des 3%, tel que la France s'y est engagée, en tout cas sous la présidence de Nicolas Sarkozy? En fait, l'idée de François Fillon en supprimant l'ISF, c'est justement d'éviter de taxer encore et de permettre plus l'investissement plutôt que d'avoir encore un coup de massue avec cette fiscalité. Et puis surtout, éviter que tous ceux qui paient l'ISF partent à l'étranger et injectent plutôt cet argent dans l'économie française. Donc voilà, c'est une mesure qui, moi, me semble importante. C'est pas une mesure impopulaire de supprimer l'ISF auprès des gens qui rament tous les jours, qui paient des impôts, et on pense au salaire moyen, par exemple. Peut-être, mais c'est une vision un peu dépassée quand même de considérer... Allez en parler à ceux qui ont des salaires moyens et qui galèrent tous les jours, vous allez voir que c'est pas si dépassé que ça. Que je vois, y a pas, je les vois, évidemment. Sauf que il y a un moment, il faut aussi trouver les solutions pour rendre les riches plus riches. Éviter que c'est une vision qui est caricaturale. Moi, je vous dis ce qu'on entend dans la rue. C'est complètement caricatural parce que l'idée, c'est justement de permettre à ces entreprises et à ces personnes qui paient cet impôt sur la fortune
de réinjecter justement le fruit de leur travail dans de l'investissement. Donc, honnêtement, qu'est-ce qui dit qu'on est sûr que ces personnes qui seront donc plus soumises à l'impôt sur la fortune, qu'ils vont aller investir? Déjà, elles vont rester en France parce qu'on sait qu'il y a. Ou alors elles vont avoir fuite. encore des réductions d'impôts parce qu'elles investissent, hein, c'est ça l'idée? Alors ça, je sais pas le deuxième étage de la fusée, je le connais pas, mais en tout cas, l'idée de base, c'est celle-ci, c'est vraiment fixer aussi ceux qui créent de la richesse sur notre territoire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dimanche, François Hollande a présidé les différentes cérémonies en hommage aux victimes et aux blessés des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Du Stade de France au Bataclan, une plaque laisse apparaître sur chaque lieu les noms des 130 morts assassinés par les attaques terroristes qui ont endeuillé la France il y a un an. Dimanche, le Premier ministre Emmanuel Valls a annoncé que l'état d'urgence en cours depuis ces attentats devrait être prolongé jusqu'à l'élection présidentielle. D'après vous, est-ce qu'il faut maintenir cet état d'urgence qui coûte très cher, il faut le dire, à la nation, quand paradoxalement, les policiers aux côtés des militaires se plaignent d'un manque de moyens pour mener avec efficacité leur mission et donc la sécurité? Ouais, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que d'une part, on n'a pas le choix, parce que cet état d'urgence, on l'a vu, il devait être levé le 13 juillet au soir. Et puis le 14 juillet, cet épouvantable attentat à Nice. Donc, de nouveau, l'état d'urgence est décidé. Donc, vous l'avez rappelé, et il doit s'achever donc là en début d'année. Donc, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il soit de nouveau mis en vigueur, parce qu'au fond, on n'a pas le choix. Ça permet quand même de mobiliser à la fois des forces de police, d'avoir des moyens. Mais qui se plaignent de ne pas avoir de moyens. Et voilà, c'est ça aussi, c'est ça le deuxième aspect. Mais de permettre, n'empêche, d'avoir des pouvoirs et des droits que l'on n'a pas quand on n'est pas dans le cadre légal de cet état d'urgence. Donc, ça a permis quand même un certain nombre de réquisitions, de perquisitions, d'arrestations qu'on ne peut pas faire quand il n'y a pas cet état d'urgence. Donc moi qui suis vraiment, qui défend les libertés publiques, libertés individuelles, et qui suis très soucieuse de l'état de droit, c'est vrai que, voilà, d'un point de vue personnel, ça peut, mais n'empêche qu'on n'a pas le choix. Alors après, le deuxième, parce que la situation nécessite, hein, on est quand même dans un état de guerre, donc il faut avoir les moyens de lutter. Et puis, vous l'avez rappelé, la deuxième chose, c'est ça, c'est que les forces de police sont complètement submergées, en état de surchauffe. Mais peut-être parce que Nicolas Sarkozy a supprimé les effectifs dans la police aussi. Alors peut-être aussi que les forces de police, et surtout ça, ce qu'elles dénoncent, c'est les tâches indues. Parce qu'en France, ça ne vous échappe pas, il y a une administration qui est très très lourde. Et bien souvent, les forces de police ont des tâches indues, de la paperasse, des trucs, des rapports, etc., qui ne leur revient pas, qui ne devraient pas leur revenir et qui les empêchent d'être sur le terrain. Donc, c'est pas forcément en France, nous sommes le pays qui, en Europe, a le plus de forces de police en fonction de la population. Donc, c'est pas forcément une question de nombre. Et pourtant, certains vous diront qu'il y a le désordre. Qui a le désordre. Qui a le désordre parce qu'il n'y a pas suffisamment de force. Moi, je crois les forces de police font un travail remarquable. Ça, avec les moyens. Personne n'en doute, mais vous avez été conseillère municipale du Mans. Oui. Vous savez ce que dit le sénateur maire du Mans. Même si, effectivement, il y a une police municipale qui s'est mise en place depuis septembre, au demeurant, il convient, en tout cas c'est ce qu'il précise, que ce n'est pas à la police municipale de faire le travail de la police nationale. Donc ça veut bien dire qu'il faut que les effectifs de la police nationale soient en renfort. Moi, je crois qu'il y a erreur là-dessus, mais je le dis depuis longtemps sur la situation mancelle. Quand j'étais élue, et c'est un vieux combat, puisque dès 2001, avec Jean-Marie Jeuveau, on avait souhaité une police municipale avec des moyens, une formation. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce que je veux dire, je comprends très bien. Ce qui veut dire que sur Le Mans comme ailleurs, il y a une complémentarité entre il manque des effectifs. La police nationale, la police municipale, et puis on le voit dans le cadre de l'état d'urgence, on a eu aussi des sociétés privées qui ont été sollicitées pour la sécurisation d'événements, que ce soit au Mans, ailleurs, à Mamers ou au Lude. Il y a des sociétés privées qui sont intervenues. Donc tout ça pour vous dire que c'est aussi un travail de coordination entre tous ceux qui peuvent œuvrer en faveur du respect et de la sécurité des Français. Donc au Mans, cette police municipale n'a pas suffisamment de pouvoir encore, mais c'est déjà un début.
Ça veut dire que la prise de conscience, elle est là et qu'il va falloir aussi que sur l'ensemble du territoire, il y ait une coordination probablement différente. C'est pas forcément des effectifs. Hein. D'ailleurs, François Fillon l'a dit dans son projet. C'est un des seuls qui a dit on va pas recruter des forces de police supplémentaires, on va supprimer les tâches indues. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'économie reprendrait-elle le chemin de l'emploi ? En tout cas, les entreprises continuent d'embaucher avec des emplois qui dépassent les départs en effectif. C'est ce que vient de montrer le dernier indicateur provisoire de l'INSEE qui évalue à 52 000 le nombre de créations nettes d'emplois de juillet à septembre dans le secteur marchand non agricole. Le privé engrange ainsi son 6e trimestre d'affilée dans le vert, sachant qu'il faut remonter à 2007 pour retrouver pareil chiffre. Sur un an, les créations nettes d'emplois ressortent du coup à 145 000. Fin septembre, il faut le rappeler, la France comptait encore près de 5,8 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories. Anne Beauchef, l'une des compétences de la région, puisque vous êtes conseillère régionale, c'est le développement économique et donc par définition celui de l'emploi. Est-ce qu'on pressent dans notre région une reprise économique et donc aussi de l'emploi ? C'est une reprise qui n'est pour l'instant pas généralisée. Hein, il y a certains secteurs sur lesquels on voit qu'il y a un frémissement, un début de reprise dans le domaine de l'artisanat, le bâtiment. Là, il se passe des choses. Après, on souhaite vraiment que ça puisse se généraliser. Alors, c'est vrai, vous l'avez rappelé, la région a la compétence économique depuis le 1er janvier dernier. Et on est en train de mettre en place un schéma régional, justement économique, d'innovation, qui va sortir au mois de décembre, après une grande consultation au niveau régional. Alors, il y a eu différents dispositifs qui ont été proposés par le gouvernement de François Hollande, comme le pacte de responsabilité, le CICE, ou encore l'aide à l'embauche PME. Est-ce que finalement ces dispositifs, au terme de 3-4 ans, commencent peut-être à porter leurs fruits ? Oui, et puis le contexte économique aussi est plus favorable. Vous avez rappelé des chiffres tout à l'heure. Alors, moi, je m'en réjouis si tel est le cas. Aujourd'hui, on a quand même plus de 5 millions de personnes, 5,7 millions de personnes qui sont au chômage. On a 2 millions de jeunes aussi qui sont sans emploi et sans formation. Donc ça, c'est l'enjeu aussi de la prochaine campagne pour les présidentielles, c'est amener ces jeunes à l'emploi. Et ça passe par l'alternance, l'apprentissage. Et c'est ce que fait déjà la région Pays de la Loire. Et puis, ça fait partie aussi des propositions des candidats de la droite républicaine. L'apprentissage, justement, c'est un vrai chantier que la nouvelle majorité a mis en place sous l'autorité de sa présidente. Oui. On voit déjà des choses qui se révèlent par rapport à l'inscription de l'apprentissage des jeunes, parce qu'on peut vouloir l'apprentissage et les jeunes ne pas vouloir y aller. Oui, mais il y a une progression, justement, dans le domaine du bâtiment, notamment, où on a plus de jeunes aujourd'hui qui choisissent l'apprentissage. C'est vrai qu'il y a un gros travail de communication à faire. Ça faisait partie des choses qui étaient sorties de ce Grenelle de l'apprentissage, porté par le président Retailleau et la Sarthoise Christelle Morancet, parce que c'est la présidente de la commission. Tout à fait. C'était justement un déficit aussi d'image de l'apprentissage, parce que, et pourtant l'apprentissage, c'est la voie la plus courte vers l'emploi. C'est ce qui vous permet le taux d'insertion très, très élevé en fait dans l'emploi. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus, à la fois auprès des jeunes, mais aussi auprès des familles, des parents, de toute la communauté éducative, parce que l'apprentissage, c'est pas une voie de garage, c'est une voie d'excellence qui permet l'accès à l'emploi. Alors après, il faut aussi qu'on fasse du cousu humain en fonction des territoires, qu'on réussisse à convaincre les entreprises, les employeurs, mais les collectivités aussi, d'être vertueuses et puis d'avoir recours aux apprentis. Bon, en même temps, les collectivités, les programmes des candidats de la droite et du centre demandent de réduire les effectifs des fonctionnaires. Oui, tous pour réduire la dépense publique. Mais là, l'apprentissage, c'est justement permettre à des jeunes de faire leur apprentissage au sein d'un lycée, d'une collectivité. C'est ce que fait d'ailleurs la région, qui souhaite être exemplaire, évidemment, dans ce domaine. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La semaine passée a été marquée à l'international par l'élection inattendue du républicain Donald Trump. Le 45e président des États-Unis d'Amérique prendra officiellement ses fonctions à la Maison-Blanche. Ce sera le 20 janvier prochain. Dimanche, dans un entretien à la chaîne CBS, le nouveau président de la première puissance mondiale a précisé ses projets annoncés lors de sa campagne électorale. Donc c'est à peine une surprise, même s'il modère davantage les propos qu'il tenait pendant sa campagne. En tout cas, Donald Trump
Trump a réaffirmé qu'il bâtirait en partie un mur en béton ou en clôture à la frontière avec le Mexique pour limiter l'immigration clandestine sur 1600 km. Il envisage aussi de renvoyer dans leur pays d'origine 2 à 3 millions d'immigrés clandestins, une expulsion en masse qui concernerait, d'après ses déclarations, des criminels et des trafiquants de drogue qui appartiennent à des gangs. Et puis enfin, il a confirmé qu'il nommerait à la Cour suprême des juges anti-avortement et favorables au port d'armes à feu, comme l'indique d'ailleurs le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis qui fait de la détention d'armes un droit pour chaque citoyen américain. Anne Beauchef, est-ce que Donald Trump va donner à la première puissance mondiale un autre visage avec lequel devront composer les autres pays, notamment l'Union européenne ? C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on a tous été surpris évidemment du résultat de cette élection présidentielle. Ceux qui vous diront qu'ils pensaient que c'était Trump, évidemment, mentent parce que où les Américains sentaient en revanche. Les Français, on est quand même assez éloignés, mais en revanche les Américains, eux, étaient très confiants sur la victoire du candidat républicain. Pas tous. Oh oui, mais on sentait. C'était la surprise quand même aux États-Unis. Il disait quand même, en tout cas, le peuple américain, pas forcément les journalistes, les relais d'opinion, les élites, mais en revanche, méchants, quoi. Le peuple, non pas les méchants, parce que je pense qu'il faut pas opposer. Non, c'est pas ça, c'est pas les méchants, c'est juste dire ceux qu'on écoute, qui ont la possibilité de s'exprimer, qui ont les médias aussi pour le faire. Eh bien, on véhiculait aussi un message qui était le suivant, ce sera évidemment Hillary Clinton. En revanche, le peuple américain, lui, disait qu'il y aurait une lame de fond en faveur de Trump. Alors, moi, comme d'autres, j'étais sonnée, évidemment, le mardi matin. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, on a vu le discours qui s'est un peu adouci quand même de Trump à 9h du matin quand il a fait son premier discours. Bon, sachant qu'il a beau être président des États-Unis, oui. C'est comme le Congrès américain qui, in fine, décide. Exactement. Et il ne faut pas oublier que c'est la plus grande démocratie au monde et qu'il y a des contre-pouvoirs. Qui a aussi, ce sont des États, enfin c'est un fédéralisme, hein, donc il y a des États fédérés qui ont aussi des pouvoirs qui sont souverains sur un certain nombre de décisions. Donc c'est vrai que la couleur que semble donner Donald Trump est plutôt outrancière. Néanmoins, le discours qu'il a pu faire aussitôt après son élection était un petit peu plus politiquement correct. Alors, wait and see. C'est un régressif, d'après vous, le fait de donner aux juges la possibilité d'interdire l'avortement ? Oui, j'ai vu qu'il allait probablement nommer un juge pro-avortement à la Cour suprême. C'est son droit. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une constitution américaine, il y a une jurisprudence, il y a des lois qui ont décidé d'autoriser l'avortement aux États-Unis, que si jamais on revenait sur l'avortement aux États-Unis, il resterait néanmoins la possibilité aux États de choisir. Mais ce serait une régression terrible parce que bien sûr, aujourd'hui, quand Donald Trump dit qu'il est pro-life, c'est son droit le plus strict. Mais en tant que président des États-Unis, ça pose question, évidemment, sur la liberté et le droit des femmes. Est-ce que ce qui vient de se passer au niveau des élections américaines pourrait être envisagé d'être transposable en France ? C'est-à-dire que là aussi, il pourrait y avoir des surprises. De toute façon, je crois que maintenant, il faut s'attendre à toutes les surprises parce que souvent, ceux qui gagnent les élections sont ceux qui sont anti-système. C'est ce qu'on peut constater. Donc, il faut s'attendre toujours à des surprises. On en a déjà eu en France, hein, quand Marine Le Pen se retrouve, ou Jean-Marie Le Pen, se retrouve au second tour contre Jospin, Jacques Chirac, oui. Qui élimine Lionel Jospin. Voilà, ça, c'était une surprise. Moi, je pense qu'il faut être prudent et que quand il y a un ras-le-bol de la population, quand on ne se retrouve pas dans les discours politiques, quand il y a un fossé entre les politiques, les élites et la population, il faut s'attendre à tout. Et ça a été un quinquennat de ce point de vue absolument désastreux, où il n'y a pas eu de cap.
Donc il faut être extrêmement prudent. Depuis le 7 novembre, la COP22 sur le climat se tient à Marrakech au Maroc, où les chefs d'État sont d'ailleurs attendus ce mardi pour d'ultimes négociations après l'accord historique de la COP21 qui a été signé l'an dernier à Paris. Ils vont devoir se pencher sur les plans nationaux élaborés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi répondre à des questions très concrètes, notamment comment trouver chaque année les 100 milliards de dollars par an promis par les pays riches pour aider les plus pauvres à s'adapter au changement climatique. Durant sa campagne, Donald Trump avait qualifié le dérèglement climatique de canular. Il avait même menacé d'annuler l'accord de Paris ratifié par les États-Unis contre le réchauffement. Si ces menaces étaient mises à exécution, est-ce que ce serait une catastrophe pour sauver la planète du réchauffement climatique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire sans les États-Unis ? C'est compliqué de faire sans eux. En plus, je vois pas comment Donald Trump peut revenir sur les engagements qui ont été signés, d'autant plus que ça a été ratifié par le président Obama. Donc ce sera extrêmement compliqué pour lui de revenir en arrière. La difficulté, c'est que les États-Unis, comme la Chine, l'Europe, se sont particulièrement investis sur la COP21 et ont abouti à cet accord historique il y a un an. Après, l'entrée en vigueur, c'est depuis le 4 novembre. Les États-Unis ont un rôle essentiel de locomotive, bien sûr, parce que c'est un État qui est responsable de l'émission de gaz à effet de serre à hauteur de presque 15%. Donc, ils sont même très 21, près. je crois, même 21. Voilà, alors, probablement je me trompe. Donc, c'est vrai qu'ils ont un rôle moteur. Donc, ce serait aussi une régression, mais honnêtement, je ne vois pas comment il peut revenir en arrière, à moins de prendre en interne, en politique intérieure, des décisions. Mais s'agissant de son engagement dans la COP 21 et 22, je ne vois pas. Alors c'est vrai que la question aujourd'hui de cette COP 22, parce qu'on avait défini un cadre sur lequel tout le monde s'était accordé, ce qui était très bien, c'est le financement. Et puis c'est le respect aussi, parce qu'il n'y aura pas de sanctions pour ceux qui ne seront pas les bons élèves, à part un bonnet d'âne, mais sinon il n'y a pas de sanctions. Donc il faut maintenant mettre tout ça en œuvre et aussi financer. Voilà, on ne peut dire que wait and see. Wait and see. Merci Anne Bochet d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com. On rappelle que vous êtes conseillère régionale des Pays de la Loire et référente sartoise de Force républicaine, le mouvement politique de François Fillon, candidat à la primaire de la droite et du centre. On va se quitter avec votre choix musical, un titre du dernier album de 2016 de Leonard Cohen qui nous a quitté le 7 novembre dernier, You Want It Darker. Oui. Je le prononce bien. Parfaitement. Pourquoi ce choix ? Parce que j'aime bien Leonard Cohen depuis longtemps, et puis je trouve que c'est un poète formidable. J'aime bien ses voix qui sont torturées, et je trouve qu'il avait une voix unique. Et j'avais acheté son album avant sa disparition. C'était un peu un album prémonitoire, d'ailleurs, parce qu'il parle beaucoup de la mort. C'est quelqu'un de plutôt dépressif. Et il en parle bien, et ce titre est très beau, pas très gai. J'aurais préféré vous choisir autre chose. J'avais pensé à La Victoire en chantant, mais il me semblait que ce titre de Cohen, c'était une manière de lui rendre hommage. Merci Anne Bochet, merci à Thibaut Rocabois pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 8h et dimanche à midi.